Une histoire encore une fois un peu particulière, mais j'ai envie de dire encore plus particulière que la plupart des histoires que j'ai pu découvrir grâce à cet été du livre 2012, puisqu'en l'occurrence ça se passe effectivement dans notre région Lorraine, cette histoire, mais il s'agit d'une famille, en fait d'une maman et sa fille, oui, qui ont quitté Ludwigshafen en 37 pour, en espérant trouver une vie meilleure en France, et qui au contraire à l'arrivée dans un petit village mosellan vont se trouver confrontés à la population locale qui a bien gardé en mémoire les événements de 71, de 1871 évidemment, et qui sont pas prêts à les aider ni à les accepter. Qui plus est, ces personnes, enfin surtout la maman, je crois, est plutôt... elle n'aime pas les juifs, elle aime Hitler. Enfin, vous allez nous parler de tout ça, Nathalie Hugues. Je suis très très impatient de vous entendre parler de cette histoire si particulière. Parce qu'en plus, vous vous placez du point de vue de l'allemand et non pas du français, pour une fois. Oui, c'est vrai que je voulais pas faire une énième histoire sur 39-45 en prenant un point de vue que tout le monde avait déjà pris et bien mieux que moi. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre en scène des personnages qui auraient un point de vue politique un peu dérangeant, mais qui pour autant seraient des personnages très attachants. Oui, bon, alors Mouti, la maman, c'est pas son prénom, j'imagine, c'est Mouti, c'est maman en allemand, hein. Oui, donc Mouti, comme on le disait, elle adore Hitler, c'est une bouffeuse de curé au passage. Les juifs, ben c'est pas du tout sa tasse de thé évidemment, puisqu'elle adore Hitler. Les fonctionnaires non plus. Mein Kampf, c'est sa Bible. Et puis donc elle arrive en France avec la petite Rosie, 10 ans. La vie est loin d'être simple, bien au contraire. Et puis arrivent des événements vraiment dramatiques, hein, encore plus dramatiques que le fait de ne pas être accepté par les Mosellans. C'est en 40 lorsque Hitler s'empare de la Moselle et installe ses troupes en Moselle. Alors c'est vrai que pour le reste de la population c'est une catastrophe, alors que pour Rosie et sa mère qui finalement ont souffert de cette espèce de racisme anti-Bosch entre 37 et 40, se retrouvent finalement chez elle en Moselle, puisque l'armée arrive, les Allemands mettent leur drapeau et plus personne ne parle français. Et voilà, et elles sont de nouveau en Allemagne chez elles, en France. Et là, c'est 4 ans de bonheur. Rosie va aller à la BDM, donc c'est les jeunesses hitlériennes féminines. Elle va passer de très très belles années là-bas, à apprendre un tas de choses. Et ça va être vraiment une période très heureuse de sa vie. Et puis en 44, les Alliés débarquent. Et là, Rosie et sa mère sont à nouveau considérées comme les salboches. On leur refuse d'ailleurs même l'abri lors des bombardements. Et elles se retrouvent ensevelies dans leur cave. Et la question est, est-ce que quelqu'un viendra les chercher, sachant qu'elles sont seules et sans secours. Oui, c'est là que j'allais en venir. Donc, l'Eldorado mosellan, finalement, se termine par une vie en sous-sol, dans l'obscurité, tout à l'opposé de ce à quoi elles aspiraient. Elles vont vivre combien de temps dans cette cave ? Elles vont vivre presque 6 mois dans la cave, puisqu'elles sont dans la partie française de leur famille. C'est une famille mosellane typique, c'est-à-dire que certains, en 1919, ont décidé de rester allemands, d'autres sont redevenus français. Et voilà, donc il y a 2 branches familiales très scindées. Et elles habitent chez Oma Chouchou, qui est une résistante qui déteste les Allemands et qui n'a qu'une envie, c'est qu'ils disparaissent et soient rayés de la surface de la terre. Et c'est vrai que lorsque les Alliés débarquent, cette fois-ci Oma Chouchou n'est plus obligée d'accepter les Boches chez elle, puisque les Allemands sont partis. Donc elle va les mettre à la cave et les obliger à vivre comme des rats. Donc elles vont vivre, elles vont aménager un plancher parce que l'eau monte dans les sous-sols pendant l'hiver, vont dormir sur des couchettes et survivre grâce à quelques bocaux, un peu de marché noir. Voilà, elles ne sortiront pas. Et puis alors, ce titre, La Demoiselle des Tic-Tac, qui est quand même un titre particulier. Enfin, moi, je me suis interrogé, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, tiens, de quoi ça parle, de la fille d'un horloger, je sais pas. Enfin, je me suis imaginé plein de choses. Finalement, ce titre, il est complètement lié à la cave. Absolument. Et il est lié à la cave et il est lié à mon enfance, parce que dans La Demoiselle des Tic-Tac, malgré les apparences, il y a beaucoup de mon enfance dans ce village de Moselle. Et j'avais une peur bleue des petites araignées toutes fines. Et mon grand-père me disait toujours, ce ne sont pas des araignées, ce sont des Tic-Tac. Et c'est aussi un clin d'œil à cet homme que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup apporté pendant des années. Voilà.
Alors, je rappelle juste donc que cet ouvrage, la demoiselle des Tic-Tac de Nathalie Hugues, a été publié évidemment chez Calman Lévy. Je crois qu'on l'a dit au début, mais il est toujours bon de le rappeler. Alors, le petit compliment juste avant de passer à autre chose. Déjà, vous avez très très joli collier ethnique, je le trouve absolument magnifique. Et le second compliment, vous êtes une femme fort jolie, avenante, souriante, sympathique. Comment se fait-il que vous soyez capable d'écrire des livres, en tout cas de co-écrire, pardon, en l'occurrence en ce qui concerne celui dont nous allons parler, des livres aussi noirs, aussi sombres que Les Murs de sang, que vous avez écrit avec Jérôme Camus, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Alors merci pour le joli, ça me fait vraiment plaisir. Mais je crois qu'être jolie n'empêche pas d'avoir un côté sombre. Et j'ai un côté très très sombre que j'exploite, je vais dire à fond, même si ça se dit pas vraiment, dans mes romans avec Jérôme. Mais je les exploite aussi dans mes romans en solo parce que mes romans sont pas noirs, mais sont pas gays non plus. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en moi, cette fascination pour la noirceur de l'âme humaine, pour la capacité de l'homme à faire les pires horreurs à son voisin. Et voilà, c'est ce qui me plaît dans... Je crois que je serais incapable d'écrire sur le bonheur. Je sais que c'est très en vogue d'écrire des livres sur le bonheur, que ça fonctionne très bien parce que les gens ont envie de choses gaies qui les rendent heureux, mais moi j'en suis totalement incapable. Je suis capable d'être heureuse, je suis capable de profiter du bonheur, mais je suis incapable d'écrire sur le bonheur. Donc j'écris ce que j'aime écrire et ce dont je sais parler. Donc l'histoire de ce Jack Van Bogart, si je prononce bien, ça se passe en partie dans une prison balinaise. Comment est né ce personnage? Comment avez-vous imaginé? Comment écrit-on un livre à quatre mains? Comment tout simplement avez-vous rencontré Jérôme Camus? Alors je vais essayer de raconter dans l'ordre comment j'ai rencontré Jérôme en achetant les 2 premiers tomes de Malorne que j'ai lu, que j'ai adoré. J'ai écrit à l'auteur, c'est la première fois que je faisais ça. L'auteur m'a répondu le lendemain. 3 mois après, on s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais quittés. Et comme moi j'écrivais dans mon coin, qu'on avait envie d'être tout le temps ensemble, Jérôme m'a proposé de collaborer sur un premier roman qui s'appelle Prédation. Et voilà, et c'est comme ça qu'est née notre carrière à deux. Il faut dire que tout se fait naturellement. L'écriture à 4 mains, c'est fait aussi naturellement que notre rencontre. On établit un plan ensemble, on parle de l'histoire évidemment ensemble. Et puis une fois que le plan est prêt, eh bien, soit on se partage les personnages ou les chapitres ou les centres d'intérêt, soit ce qui se passe maintenant de plus en plus, il y en a un qui se met en tête d'écriture, hein, c'est Jérôme, et moi je repasse, je retravaille le texte, je rajoute, je coupe, il relit parce qu'en règle générale quand je suis passée ça ne ressemble plus à ce qu'il a fait, et il repasse, etc. etc. C'est une espèce de ping-pong littéraire entre nous, où nos phrases se mélangent, nos personnages prennent un petit peu de lui, un petit peu de moi, voilà, et ça se fait tout naturellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas une recette, on n'a pas écrit un livre de la même façon que l'autre. À chaque fois, ça a été l'instinct en fonction de l'histoire, des personnages, voilà, de ce qu'on avait envie de raconter. Alors vous m'avez dit que suite à cette rencontre, vous ne pouviez plus vous quitter, donc je n'aurais pas évidemment l'indélicatesse de vous demander s'il ne s'agit que sur le plan de l'écriture ou également au quotidien et dans la vie. C'est pourquoi on va passer directement à une autre question. Je n'ai pas la bague, mais nous sommes mariés depuis 2007. Ah mais voilà une nouvelle qui m'intéresse. Je n'osais pas vous poser la question parce que je trouvais que le sujet était un petit peu indélicat, je ne voulais pas l'être. Mais nous sommes très heureux d'être mariés. Tout va bien, nous sommes heureux. On a gardé chacun nos noms parce moi j'avais commencé à écrire aussi, on avait écrit sous ces noms-là, donc on voulait tout simplement pas perdre nos lecteurs. En plus, je n'avais pas besoin de prendre le nom de Jérôme pour m'affirmer comme sa femme. Voilà, c'est pour ça qu'on a nos noms chacun, mais on est mariés, très heureux. Et on a l'intention de rester encore au moins 99 ans. On a un bail emphytéotique à renouveler, donc. Eh bien, en tout cas, beaucoup de bonheur à vous deux. Je suis très content d'apprendre à la fois votre union à la vie civile. Et puis, on va quand même passer à la question suivante, puisque j'aimerais que vous me parliez un tout petit peu de ce monsieur Van Bogart, donc Jacques Van Bogart, qui est le personnage, le héros de ce livre. Ce livre, il est né de quoi? C'est de la pure fiction? C'est parti d'un fait divers, d'une histoire réelle? Oui, c'est parti d'une histoire réelle concernant l'immobilier. On a appris que dans une grande ville de France, il y avait eu sur les 20 dernières années 20 crimes violents liés à un programme immobilier. Et ça nous a choqués. Et ça nous a interpellés. On en a discuté avec un ami journaliste à l'Est républicain et on a décidé d'en faire une histoire. Et on avait aussi envie d'avoir de nouveau un héros qui soit pas Monsieur Tout le Monde, mais voilà, auquel chacun pouvait s'identifier. Et donc on a choisi Jack. Alors,
comme dans chacun de nos romans, les personnages ont une vie déjà avant le début du roman. C'est-à-dire que Jack, quand on le prend dans les années 2011, il a déjà fait de la prison à Bali, il a déjà eu une jeunesse absolument tumultueuse, qu'on va découvrir d'ailleurs au fur et à mesure du roman, parce que elle est très importante dans ce qui va lui arriver au temps présent. Voilà, donc ce thriller est construit sur 3 époques. On a Jack qui récupère sa fille qu'il n'a pas vue depuis 10 ans à la mort de sa maman. Et à peine il a récupéré sa fille, qu'il a un accident, il est obligé de laisser la petite dans la montagne. Et quand les secours arrivent, la petite a disparu. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est lié au passé de Jack. Et donc pendant que Jack va courir après sa fille et après son passé, le lecteur va découvrir cette fameuse vie que Jack a voulu cacher à tout prix en se sauvant dans les îles au soleil. Et puis il y a aussi l'histoire de Carmen qui a priori comme ça n'a rien à voir, qui se passe en 95. Carmen arrive à Angoulême, va travailler pour le maire sur le plateau d'Angoulême et va se rendre compte peu à peu que les Portugais qui sont installés là depuis des années disparaissent mystérieusement en même temps que les programmes immobiliers évoluent dans la vieille ville. Et Carmen va s'intéresser à ça, va évidemment enquêter, va soulever un mystère qu'elle n'aurait jamais dû soulever. Et ces 2 personnes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre vont voir leur destin entremêlé alors qu'elles ne se rencontreront jamais. Et ça nous a amusés de construire cette mécanique pour montrer que voilà, on peut être des étrangers et on peut se rencontrer sans se rencontrer juste par un objet voilà, qui va changer notre vie. Bien, écoutez, je suis très impatient maintenant d'avoir l'avis de Jérôme Camus, Monsieur Hugues à la ville, que nous allons rencontrer d'ici quelques instants. Je rappelle que vous avez écrit donc La Demoiselle des Tic-Tac toute seule, comme une grande, chez Calman Lévy. Et puis vous avez donc coécrit avec votre époux, on peut le dire maintenant, Jérôme Camus, Les Murs de sang, dont nous venons de parler également chez Calman Lévy. Et nous allons reparler des Murs de sang d'ici quelques minutes, puisque nous allons avoir le plaisir également de rencontrer Jérôme. Merci à vous. Merci à vous aussi.